Amoureux de la physique, bonjour. Aujourd'hui, dans ce chapitre, nous allons voir trois phénomènes physiques. La réfraction, la réflexion et la dispersion. Dans cette première partie, nous allons voir réfraction et réflexion. Donc, tous les phénomènes qui sont illustrés dans cette page, qui sont un peu surprenants ou qui esthétiquement sont très beaux, nous allons les expliquer. Nous allons commencer par réfraction et réflexion. Lorsqu'un faisceau de lumière arrive sur une surface, ce faisceau se divise en deux autres faisceaux. Un qui réfléchit et un autre transmis dans l'eau qui est ce qu'on appelle le rayon réfracté. Donc voilà deux phénomènes. Le rayon incident donne naissance à deux rayons, un rayon réfracté et un rayon réfléchi. Voilà le rayon réfracté, voilà le rayon réfléchi. Maintenant, nous allons voir les propriétés de ces rayons. Pour le rayon réfléchi, on constate ici qu'il reste dans le milieu, ce que l'on appelle incident. Il était dans l'air, il reste dans l'air. Donc le rayon réfléchi reste dans le même milieu, mais il a changé de direction. Il était dans l'air, il est resté dans l'air et a changé de direction. Le rayon réfracté, qu'est-ce que l'on peut dire dessus? On constate que le rayon réfracté, celui qui est transmis dans l'eau, n'a pas la même direction que le faisceau incident. C'est-à-dire que, au lieu d'aller tout droit, il est dévié. Il a été ramené, rabattu. Donc, ce changement de direction a lieu quand on passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Donc, si on complète le texte, au passage de la surface de séparation, qui est ici, qu'on appelle dioptre. Donc, au passage de la surface de séparation entre les deux milieux transparents différents, le faisceau de lumière change de direction. Il ne va pas tout droit, il a changé de direction. La difficulté dans ce chapitre est de bien comprendre le vocabulaire. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ici, cette partie-là, qui est en pointillé, c'est ce que l'on appelle la surface de séparation, que l'on a ici. C'est la surface qui sépare un milieu d'un autre milieu, ici, qui peut séparer l'air de l'eau. I, c'est ce que l'on appelle le point d'incidence, que l'on a ici, c'est le point où arrive le rayon incident sur la surface, et c'est là qu'il y a les changements de direction. S1I, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. S1I, rayon incident. IT, c'est le rayon qui est transmis dans l'eau que l'on appelle le rayon réfracté, celui qui est dévié. IR, ici, c'est le rayon réfléchi. NI, c'est la normale à la surface de séparation. C'est la droite imaginaire perpendiculaire à la surface de séparation. Cette droite-là, ici, que l'on retrouve ici, est très importante, puisque toutes les valeurs des angles vont se faire par rapport à cette droite. Donc l'angle I1, qui est l'angle d'incidence, que l'on va avoir ici, qui est l'angle entre le rayon incident et la normale. Entre le rayon incident et la normale. I2, c'est l'angle de réfraction. C'est celui qui se trouve dans le deuxième milieu. Et on le mesure toujours par rapport à cette normale à la surface de séparation.
IR est l'angle de réflexion. C'est l'angle que fait le rayon réfléchi avec l'angle avec la normale à la surface de séparation. SIN, S1, IN. Ça représente un plan. Ce plan-là, on l'appelle le plan d'incidence. Je vais vous en dire un petit peu plus. Ce plan d'incidence, ici, c'est le plan de la feuille. Ici, c'est aussi le plan de la feuille. Parce qu'on a remarqué que le rayon incident, le rayon réfléchi, le rayon réfracté se trouvent sur le même plan. Le rayon réfracté n'est ni en avant de la feuille, ni derrière la feuille. Il reste sur cette feuille, sur ce plan. De là, nous en déduisons les lois de Snell-Descartes. La première loi dit que le rayon réfracté et le rayon réfléchi sont dans le même plan. C'est le plan que l'on appelait le plan d'incidence. Ici, représenté par cette feuille, ici représenté par ce dessin plan, et ici, on observe bien tous ces rayons apparaissent sur la feuille posée sur la table. La deuxième loi de Snell-Descartes dit que le rayon réfracté ou réfléchi et le rayon incident se trouvent de part et d'autre de la normale à la surface de séparation. J'explique. Ici, vous avez la surface de séparation. Ici, la normale à la surface de séparation. Le rayon incident est du côté gauche de cette normale. Le rayon réfléchi et le rayon réfracté se trouveront du côté droit. Donc, on dira qu'ils sont de part et d'autre de la normale à la surface. Et ça, c'est très important. C'est une source d'erreur chez les élèves. La troisième loi de Descartes, qu'on appelle loi de la réflexion, nous dit que la valeur de l'angle d'incidence est la même que la valeur de l'angle de réfraction. Cette valeur d'angle ici est la même que celle-ci. On peut le voir ici et ici sur une photo d'une expérience. Si maintenant on n'a que de la réflexion, parce que quand on a un miroir, il n'y a pas de réfraction, on n'a que de la réflexion, on voit bien que ça marche aussi, cet angle-là est le même que celui-là. Voici la quatrième loi de Snell-Descartes, qui est la loi de la réfraction, qui est une relation entre les angles. Cette relation entre les angles que l'on a écrit ici, avec ces petits n qui sont les indices de réfraction. On verra tout à l'heure. Les indices de réfraction du milieu, où il y a le rayon incident, on va l'appeler le milieu d'indice 1. Ici, par exemple, c'est l'air. N2 sera l'indice de réfraction du milieu où il y a le rayon réfracté. Donc ici, c'est par exemple ce plexiglas. Ici, c'est l'indice de milieu 2. En connaissant ces valeurs d'indice et en connaissant un angle, on peut déterminer la valeur de l'autre angle. Attention, quand vous utiliserez cette relation, il faudra bien penser à régler votre calculatrice en degrés, si les angles sont en degrés, comme ils le sont habituellement, pour calculer le sinus. Pour voir si vous avez bien compris, finissons cette partie par un petit exercice. On nous demande de calculer l'angle de réfraction I2 dans le cas illustré ci-dessous. Donc I2 est ici. Voilà un schéma avec les données et on nous demande de calculer cet angle-là. Donc, première chose dans un exercice, quelles sont les données? Les données, c'est N de l'air, qui est le milieu 1, N de l'eau, qui est le milieu 2, l'angle d'incidence I1, 45 degrés, et quel est
la grandeur que l'on recherche. La grandeur que l'on recherche, c'est l'angle I2. Quelle relation va nous permettre de trouver cet angle I2? La loi de Snell-Descartes de réfraction, qui s'écrit N1 sinus I1 égale N2 multiplié par le sinus de I2. Donc, étant donné que c'est I2 qu'on cherche, on va l'isoler. Donc, on fait passer le N2 de l'autre côté. Donc, si là c'est multiplié, là on divise. Donc, on a N1 fois sinus I1 divisé par N2 est égal à sinus I2. Maintenant, on peut remplacer par les valeurs. N1, c'est 1. I1, c'est 45 degrés. N2, c'est 1,33. Attention de bien régler sa calculatrice en degrés. Donc, le sinus de I2 nous donne 0,053. Maintenant, quand on a le sinus, pour trouver la valeur de I2, on utilise la fonction arcsinus, ou sur certaines calculatrices, c'est écrit à SN, ou sinus moins 1. Donc, si on veut calculer I2, on fait arcsinus de 0,53 ou sinus moins 1 de 0,53 et on trouve un angle I2 qui est égal à 32 degrés. Cela signifie que quand le rayon incident est de 45 degrés, alors l'angle de réfraction sera de 32 degrés. Question suivante. Si l'angle I1 est égal à 0, que vaut l'angle de réfraction I2? Donc ici, on l'a représenté. L'angle d'incidence vaut 0, ça veut dire que le rayon incident et la normale sont confondus. Donc qu'est-ce que l'on remarque quand on va faire cette expérience, quand on va le faire perpendiculairement? Si nous écrivons la loi de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, si I1 est égal à 0, alors le sinus est égal à 0. Donc si ici on a un 0, ça veut dire que N2 sinus I2 sera égal à 0. Donc le sinus I2 sera égal à 0. Et si le sinus est égal à 0, ça veut dire que l'angle vaut 0. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le rayon incident et le rayon réfracté font un angle de 0 avec la normale, c'est-à-dire qu'ils sont confondus. C'est un cas particulier. Quand le rayon incident est perpendiculaire à la surface, il n'est pas dévié. Ça, c'était la démonstration. Voilà la vérification expérimentale. Il arrive avec un angle de 0 degré, il n'est pas dévié. Ici aussi, il arrive avec un angle de 0 degré sur ce changement de surface, parce qu'il arrive en suivant le rayon qui est toujours perpendiculaire à la surface d'un cercle. Ceci nous amène à des expériences un peu surprenantes. Voilà, ici, quand le rayon n'est pas perpendiculaire à la surface, il est dévié. Voilà. Donc, par exemple, un stylo. Si on le met dans l'eau, là, on a l'impression qu'il est cassé, alors que si on le tient perpendiculairement à la surface, il n'y a pas ce décrochage, parce que les rayons restent sur la même droite. Revenons à l'expérience du TP. Ici, il y a une pièce, elle est cachée par le rebord. Souvenez-vous comment est-ce qu'on l'a fait apparaître? En rajoutant de l'eau, au fur et à mesure que l'on rajoutait de l'eau, la pièce est apparue et on a vu qu'on avait une pièce de 50 centimes. Le fait de rajouter de l'eau nous a permis de voir de plus en plus le fond de cette tasse où il y avait la pièce. L'explication, c'est le phénomène de réfraction. La pièce ici ne peut pas être vue par l'œil puisqu'il n'y a aucun rayon qui va de la pièce jusqu'à notre œil. On est gêné par le rebord ici. Le fait de rajouter de l'eau, les rayons qui partent de la pièce peuvent arriver jusqu'à notre œil. Et donc, on voit un morceau de la pièce. Et au fur et à mesure que l'on rajoute de l'eau, il y a de plus en plus de rayons qui arrivent jusqu'à notre œil
et ainsi la pièce est apparue. Cela a l'air magique, mais ce n'est que de la physique. Donc à bientôt pour la suite.